Allez, on va commencer. Donc, merci à tous d'être présents ce matin pour une réunion croisée du groupe de travail réhabilitation de VAD et de la communauté RE 2020. Donc, on a souhaité vous proposer ce matin une visio d'1 heure en présence d'Angélique Sage, donc, qui est responsable technique d'Efinergie, pour faire un point d'actualité sur les nouveaux labels RE 2020, réhabilitation, et puis aussi avoir une présentation des autres actualités de l'association Efinergie, en particulier le calendrier pour le tertiaire en neuf, les travaux sur le cadre commun de référence, etc. Donc, on est plutôt en petit comité ce matin. Donc, au niveau du format, on vous propose à peu près 35 minutes d'intervention de la part d'Angélique. Ouais, ton mail. N'hésitez pas à noter déjà vos Et questions. le mail du bureau de contrôle sur les problèmes de fractionnement. Oui, ça a bien coupé vos micros, s'il vous plaît. Moi, il me dit tu fais des infos. Et à partir de 11h35 environ, on prendra vos questions. L'objectif, c'est vraiment d'être dans une séance d'échange avec Angélique. Donc, merci beaucoup, Angélique, et puis je vous laisse la parole. Il n'y a pas de problème. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais faire un petit monologue pendant quelques minutes, un peu plus d'une demi-heure, pour vous présenter pas mal de choses. Alors, j'ai dans cette présentation déjà une partie dédiée à Efinergie parce que souvent, vous avez une certaine vision de l'association, mais vous ne connaissez peut-être pas tout notre fonctionnement, qui on est exactement, ce qu'on fait. Et il y a des choses qui pourraient vous intéresser, notamment en termes d'outils. Donc, je me suis laissé la liberté, on va dire, de refaire une petite présentation. Quelques chiffres sur les labels, parce que c'est vrai que les labels, c'est quand même ce qui nous représente beaucoup en général auprès de vous. Et puis des actus, on va parler effectivement construction et rénovation, voir un petit peu où on en est, les dernières référentiels qu'on a sur les deux sujets, et puis les points un petit peu d'avancement ou les travaux à venir sur ces sujets-là. Alors, concernant Efinergie, on est une association, donc loi 1901, association privée. On a été créé en 2006. Et puis, l'idée, c'était de mobiliser les énergies pour la conception et la massification des bâtiments à faible impact énergétique environnementaux, dans le cadre de ce qu'on peut appeler un lobby d'intérêt général. Donc, on se considère, on va dire, comme des lobbyistes, mais lobbyistes d'intérêt général quand même, pour porter les bons messages en termes d'efficacité environnementale des bâtiments, aussi bien dans le neuf que dans la rénovation. On a aussi la promotion des dynamiques territoriales. Et c'est vrai que dans notre fonctionnement, vous allez le voir, on est assez empreint justement de ces dynamiques territoriales. Donc, la création d'Efinergie, elle vient en fait avec la création du label BBC Efinergie dans le neuf, qui a vu quand même la promotion de nos travaux. On est dans le sujet de la consommation d'énergie finale dans le secteur, notamment dans le secteur du bâtiment, de la nécessité de réduction de ces consommations. On est aussi avec pour fondement toutes les initiatives régionales et de collectivités un peu plus largement qui peuvent exister sur le territoire national, ce qui existe aussi dans, on va dire, la dimension plus européenne, puisque à la base, on a aussi l'impact de ce qui se passe en Allemagne et en Suisse notamment, qui viennent au fondement d'Efinergie. Sur nos membres, en fait, on a plusieurs collèges. On a le collège des collectivités, celui des associations et celui des organismes. Ça, c'est les adhérents qui composent les membres qui vont pouvoir aussi siéger au conseil d'administration de l'association, donc prendre les décisions chez nous. On a associé à ça ce qu'on appelle un club des partenaires, qui regroupe davantage des structures privées qui n'ont pas de place au conseil d'administration, mais qui nous permettent un échange avec davantage le terrain finalement, et ce qui est aussi une force chez nous, parce que ça nous permet en fait d'avoir un panel de membres et d'acteurs très diversifiés, avec des visions complémentaires et qui nous font progresser au quotidien dans les différents sujets que l'on traite. La démarche, c'est d'avoir une boucle vertueuse. Donc, l'idée, c'est effectivement l'élaboration de labels. C'est ça qui a vraiment
fait voir le jour à F-Énergie avec des labels qui sont préfigurateurs. On se base toujours sur la réglementation thermique en vigueur, c'est notre fonctionnement jusqu'à présent. Donc, on prend la réglementation thermique finalement que l'on doit appliquer aussi bien dans le neuf que dans la rénovation. Et puis, l'idée, c'est d'accompagner les acteurs à aller plus loin, à aller au-delà, dans la limite de projets qui soient quand même viables, bien évidemment. Pour ce faire, on anime tout un réseau d'acteurs, de groupes de travail pour réussir à réfléchir avec nos membres, mais aussi avec des experts extérieurs sur ces sujets, voir comment faire évoluer ou créer des labels dans la construction ou dans la rénovation. Donc, il y a toute une expertise en fait qui arrive par ses membres et ses experts, mais qui est aussi confrontée au retour d'expérience qu'on a, parce qu'un des outils qui peut être important, c'est l'observatoire BBC, qui peut être important pour vous, parce que dans cet observatoire BBC, donc c'est un outil Internet, vous avez un site Internet dédié. Je vous mets le lien un petit peu plus loin sur le diapo. Vous allez avoir un certain nombre d'éléments statistiques sur les chiffres qu'on va évoquer après, les chiffres des labels, sur les performances aussi dans les bâtiments qui sont labellisés, sur les acteurs qui participent, puisqu'on a aussi des fiches de retour d'expérience. Grâce à tout ça, grâce à ce travail avec les experts, ce travail en groupe de travail et puis ces retours d'expérience, c'est comme ça qu'on arrive finalement à faire ce lobbying d'intérêt général dont on parlait tout à l'heure pour alimenter ensuite les réflexions au niveau national sur les réglementations thermiques et environnementales. Donc, on a une sorte de ce qu'on va dire intelligence collective avec l'animation de réseau et un certain nombre de GT. Donc, on a des groupes de travail sur un certain nombre de sujets. Il y en a un de référence sur les labels que l'on a, et puis il y en a d'autres en fonction des différents sujets techniques que l'on peut traiter. Et les outils, donc on a le site internet d'F-Énergie. Là, c'est celui où vous allez retrouver toutes nos règles techniques sont en libre accès. On va le voir après, les labels sont accessibles via des certifications. Mais les règles techniques de ces labels, donc les règles qu'on vous demande d'appliquer en fait pour avoir le label F-Énergie, un label F-Énergie, sont accessibles, c'est-à-dire que chacun peut aussi s'en emparer. On a l'Observatoire BBC, donc, qui est ce site internet où vous allez avoir les retours d'expérience. On a l'outil, on a des agréments de formation aussi, pardon. On a l'outil écomobilité qu'on vous demande aussi d'utiliser dans le cadre des labels. Et puis, en fait, en complément de tout ça, on fait aussi des travaux sur des projets techniques dans le cadre en général d'appels à projets de recherche avec du financement. Alors souvent, c'est du financement, c'est cofinancé par l'ADEME. Et puis là, on vous a listé un certain nombre de sujets que l'on traite, que l'on a pu traiter ces derniers temps dans le cadre de ces appels à projets de recherche. Donc, ça nous permet d'alimenter ou le retour d'expérience ou l'évolution des labels grâce à ces appels à projets, ou d'avoir de nouveaux labels. On travaille par exemple sur le BBC par étape avec cette notion que on a la rénovation BBC au niveau global sera la plus performante. Pour autant, on sait que sur le terrain, ce n'est pas forcément ce qui est toujours le choix qui est toujours entrepris. Et donc, on travaille sur la rénovation BBC par étape, encadrant bien évidemment les choses, mais pour permettre d'avoir une solution de rénovation par étape qui nous permette tout de même d'atteindre les objectifs in fine, par exemple. Pour le portage national, on est, grâce à tous ces travaux, maintenant reconnu comme un acteur de référence sur les sujets de construction et de rénovation et efficiente en performance énergétique. Donc, on est une sorte de boussole, notamment sur la rénovation, et c'est ça qui nous permet aussi d'avoir des contacts au niveau national pour alimenter un petit peu les réflexions qu'il peut y avoir. On fait aussi un certain nombre de contributions sur les textes qui sont en cours d'études ou qui peuvent sortir grâce à notre retour d'expérience. Et puis, F-Énergie est une association qui est reconnue d'intérêt général. Sur les labels. Alors, les labels, c'est en général ce qui nous fait connaître. On en a pas mal. On en a eu un peu trop, peut-être,
pour être clair, on va déjà donc regarder sur le 9 ce qu'on a. Sur le 9, on avait le BBC F-Énergie au départ, basé sur la RT 2005. On a une nouvelle réglementation, la RT 2012, sur laquelle on a basé plusieurs labels. Le F-Énergie Plus dès 2011 pour encourager la sobriété énergétique, et puis le BPOS 2013. C'était là où on avait la première définition du bâtiment à énergie positive. On a eu ensuite l'expérimentation E+, C- au niveau national. Et à vrai dire, donc on a participé au groupe de réflexion, groupe d'expertise qu'il y avait sur le sujet. Et puis, on n'était pas tout à fait d'accord avec l'ensemble des choix entrepris pour l'expérimentation, d'où la naissance des labels F-Énergie 2017, qui étaient sur la RT 2012, sur l'expérimentation E+, C-, mais avec des niveaux énergétiques qu'on considérait davantage efficients par rapport à notre tour d'expérience. Tous les labels. Aujourd'hui, il y a la RE 2020 qui est là. On n'est pas d'accord sur tout non plus, on va le voir juste après. En tout cas, on considère que les acteurs sont en capacité d'aller plus loin sur certains indicateurs. Donc, on trouve ça dommage de vous laisser un petit peu avec cette réglementation qui ne valorise pas forcément ce qu'on est en capacité de faire aujourd'hui. D'où la création du label F-Énergie RE 2020 dont on va parler après. Avec aussi la notion de bâtiment énergie positive qui est redéfinie. La RE 2020 devait donner une définition de ces bâtiments énergie positive, elle ne l'a pas fait. Pour autant, il y a quand même un certain nombre de politiques publiques qui sont sur cette notion de bâtiment énergie positive, donc on lui redonne une envergure et une visibilité. Sur la rénovation, on a un label BBC F-Énergie Rénovation depuis 2009. Il y a un nouveau label, alors ce n'est pas vraiment un nouveau label, simplement une évolution du label de 2009 qui est sorti en 2021 et dont on va parler également aujourd'hui pour clarifier un petit peu ce qu'on vous demande dans ce cadre-là. En complément, sur la rénovation, on travaille aussi sur les bâtiments à caractéristiques patrimoniales parce qu'il y a tout un spectre en fait, de bâtiments qui ont de la préservation patrimoniale à faire. Qu'il faut associer à la réhabilitation énergétique. Donc, on travaille aussi sur cet aspect-là. Quelques chiffres maintenant. Alors, des chiffres, je peux vous en donner des tonnes. On va peut-être en prendre des singuliers, on va dire. En termes de demande de labels, alors on a 9 labels maintenant. Ça commence à faire beaucoup, mais voilà, quand on considère aujourd'hui le 9, on a un label sur la RE 2020. Quand on considère la rénovation, on a un label aussi. Donc, on essaye de simplifier quand même un petit peu les choses. On a passé le million de logements qui ont une demande de label F-Énergie. Tous ces chiffres-là, vous pouvez les retrouver dans les tableaux de bord de l'Observatoire BBC qui sont édités tous les trimestres, donc qui sont mis à jour tous les trimestres. Donc, vous avez, je vous ferai passer je passerai la présentation, elle vous sera communiquée et vous avez les liens sur la présentation pour vous rendre sur l'Observatoire BBC en l'occurrence et retrouver tous les tableaux de bord et autres publications qu'il peut y avoir sur notre retour d'expérience. Quelques chiffres quand même. Sur les 2017, on a quelques projets. Ce n'est pas énorme, vous allez voir, par rapport à ce qui s'est passé auparavant sur la RT 2012 avec les F-Énergie Plus et BPOS 2013. Mais voilà, on a quand même un certain nombre de bâtiments ou de mètres carrés de tertiaire qui ont fait appel au label. Dans le cadre du F-Énergie Plus, on commence à avoir des chiffres plus importants. On n'est pas au niveau de ce qu'on avait sur le BBC dans le 9, qui est sur votre droite là, où là, forcément, il y avait aussi toute une incidence nationale puisqu'il était devenu un label national, une envergure quand même plus importante, ce qui contribue beaucoup à notre retour d'expérience. C'est une très bonne chose. Tous ces chiffres-là, vous pouvez les retrouver sur l'Observatoire, donc je ne m'étale pas plus longtemps sur le sujet pour qu'on puisse passer justement au label dans la construction. Et on va s'appesantir un petit peu sur le dernier, le petit nouveau, on va dire, qui concerne aujourd'hui le secteur résidentiel et qui est applicable depuis le 1er septembre dernier. Donc là, on est sur la RE 2020, secteur résidentiel dans l'immédiat. Et on a regardé un petit peu ce que ça donnait en fait les bâtiments. Donc tout le travail que l'on mène est basé sur des simulations de bureaux d'études pour voir un petit peu
ce que nous demande finalement, puisque c'est une nouvelle réglementation, donc voir un petit peu ce que nous demande la RE et puis voir un petit peu jusqu'où on est en capacité d'aller dans un esprit de viabilité technique et économique pour les projets. On a regardé un petit peu ça et puis on vous a sorti un joli panel. Alors ça, c'est l'infographie. On va revenir sur chacun des points pour étudier un peu mieux ce qu'on vous demande, mais vous sachez que sur le site, vous retrouvez cette infographie, donc une page A4 qui résume un petit peu toutes les exigences que l'on a sur le label. Sur le volet énergie, on a regardé le besoin bioclimatique et on a décidé de le renforcer, de le mettre à moins 15%. Cette décision était étroitement liée à l'indicateur de consommation en énergie non renouvelable, qui a été jugé comme déterminant, dimensionnant dans le cadre des projets. Celui-là, on a souhaité le réduire de 10%. Et ça correspondait finalement à un BBio moins 15% pour atteindre cet objectif de CEPNR. Donc, on les a vraiment mis, ces deux indicateurs, en corrélation pour qu'ils soient viables techniquement. Sur l'énergie, on demande aussi la qualification des bureaux d'études. C'est quelque chose qu'on avait déjà dans les précédents labels et qu'on continue de demander pour assurer que les personnes qui sont à la conception des projets aient les qualifications requises pour le faire. Ça, c'est pour le volet énergie. On a d'autres indicateurs dans la RE2020. On a notamment un nouvel indicateur sur le confort d'été. Ça s'appelle les degrés heures. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. Là, je vous ai remis une illustration d'un guide qui a été édité par le CEREMA pour la DHUP que vous pouvez retrouver sur Internet, où on nous explique un petit peu comment sont calculés ces degrés heures et surtout qu'il y a plusieurs niveaux. Un niveau où vous avez un confort qui est considéré comme assuré, bonhomme content. Un niveau où on est un peu moins content, mais le confort est probable sans être excessif. Donc, on considère qu'on est quand même dans de bonnes conditions. Et puis, un niveau où vous allez être là non réglementaire. Donc là, vous avez des seuils. Le seuil haut, il est à 1250, je crois, quelque chose comme ça. On a considéré que c'était beaucoup trop important et qu'on pouvait largement les réduire, voire le diminuer de moitié. Donc, dans le label, vous allez vous retrouver avec... Alors quand même, dans les zones H2D et H3, là, on vous demande d'être sur le seuil réglementaire, qui est déjà assez pertinent, qui va déjà demander un certain nombre d'efforts. Et puis, hors des zones H2D, H3, là, on va avoir un seuil diminué, donc pratiquement de moitié, et puis des modulations tout de même, parce qu'on sait très bien que si on est sur des appartements de petite surface, dans des zones de bruit importants, on ne va pas pouvoir faire les mêmes choses, bien évidemment, que sur avec d'autres conditions. Donc, on module un petit peu ça. Le bilan BEPOS. Ce bilan, il était attendu en RE2020, mais absent. Donc, on a décidé de redonner une définition du bâtiment à énergie positive en se basant sur la définition qu'on avait dans le label F-Énergie en 2013. Et ça veut dire qu'on va considérer que le bilan énergétique du bâtiment doit être inférieur à un écart autorisé. Le bilan, ça va être la consommation en énergie primaire non renouvelable, les consommations mobilier, moins la production que vous pouvez avoir. On le rend inférieur à un écart autorisé pour que, au niveau national, on ait des bâtiments à énergie positive, parce qu'on sait très bien qu'en fonction de la zone où vous êtes, vous n'allez pas avoir les mêmes difficultés ou avantages pour réaliser un bâtiment à énergie positive. Donc, c'est la définition qu'on a depuis 2013 qu'on remet un petit peu à l'heure du jour sur cette réglementation environnementale 2020. Il y a également dans cette RE2020 le sujet du carbone. Sur le sujet du carbone, vous avez plusieurs indicateurs dans la réglementation environnementale. On va surtout faire de l'anticipation du calendrier réglementaire. La RE2020 vous donne un calendrier avec des seuils à respecter dès 2022, dès l'application, puis en 2025, puis en 2028, etc. Là, on va demander de l'anticipation, donc c'est-à-dire qu'on va vous demander, par exemple, sur le IC énergie, de tout de suite appliquer le seuil qui sera demandé en 2025. Sur le IC construction, on fait la même chose, mais on fait la même chose à partir du 1er juillet prochain,
parce que il y a aussi une notion de calcul et de fiches dédiées au calcul qui évolue encore énormément aujourd'hui. Donc, on sait que ça va être un petit peu compliqué pour les premiers calculs. Donc, on attend que ça se stabilise et on met ça en corrélation avec la qualification des bureaux d'études sur ce volet carbone qu'on va également demander, obliger à partir du 1er juillet de l'année prochaine. Ça laisse aussi au bureau d'études un petit peu le temps de se faire qualifier. Voilà sur ce sujet. Ensuite, il y a des sujets complémentaires. Là, on était plutôt sur les indicateurs RE2020. Il y a également des sujets complémentaires qui arrivent. Sur ces sujets complémentaires, on va retrouver la perméabilité à l'air bâti, par exemple. Sujet que l'on a aussi depuis pas mal de temps dans nos labels. Sur ce sujet-là, on veut que la mesure soit réalisée par une tierce partie qualifiée. On va également faire de la pédagogie sur les indicateurs, parce qu'on a un indicateur français qui s'appelle le Q4 Pascal Surf, et on a aussi un indicateur N50 dont on entend plus ou moins parler suivant votre domaine d'activité, mais qu'il est important peut-être de mettre en lumière, en exergue, notamment pour le retour d'expérience que l'on peut avoir sur le sujet de la perméabilité à l'air bâti. Là-dessus, on a en maison individuelle un seuil à 0,40 qui est là depuis un petit moment déjà, qui est tout à fait accessible. La seule nuance, peut-être difficulté complémentaire qu'il pourrait y avoir, c'est qu'en maison individuelle groupée, la réglementation vous demande en cas d'échantillonnage d'avoir une mesure qui est multipliée par un coefficient. Et ce coefficient, on l'applique aussi dans le label. Ce qui veut dire que si vous avez un échantillonnage, vous devez utiliser ce coefficient de 1,2 à appliquer à la mesure que vous faites, ce qui vous demande du coup d'être à un seuil inférieur encore à ce 0,4, mais plutôt d'être inférieur à 0,33. En logement collectif, on va aussi demander un Q4 inférieur à 0,8, ça on le fait depuis un petit moment maintenant. En échantillonnage, application du 1,2 également, ce qui vous donne un Q4 inférieur à 0,66. Perméabilité à l'air et contrôle, mesure et des systèmes de ventilation également, toujours mesure par tierce partie qualifiée. On a un protocole réglementaire maintenant qui s'applique, qui vient en fait du protocole Promévent qu'on avait. On demande aussi à ce qu'il y ait la perméabilité à l'air des réseaux aéroliques qui soient mesurés et qui soient à minima de classe A. Et puis, pour les maisons individuelles, lorsqu'il faut une étude de dimensionnement, on demande à ce qu'elle soit réalisée. Alors, c'est un petit peu, ça c'est l'exigence un petit peu cerise sur le gâteau, puisqu'elle devrait être réalisée, mais on s'aperçoit qu'elle n'est pas toujours là. Donc, c'est peut-être aussi de notre devoir de vérifier que des éléments soient bien présents pour que ça se déroule au mieux pour le projet. Enfin, un petit peu de pédagogie, puisque du coup, on avait déjà un certain nombre d'indicateurs, un petit peu de pédagogie. On va leur donner un petit peu plus d'envergure, les étoffer un petit peu. On avait déjà l'écomobilité, donc vous avez un outil écomobilité qui existe sur Internet qu'on vous demande d'utiliser. C'est vraiment de la pédagogie par rapport à ces sujets-là. On n'impose pas de seuil. Vous avez aussi une possibilité d'affichage. Donc là, c'est pour mettre en avant finalement le projet. Et puis, on va mettre en avant aussi de la pédagogie sur des sujets tels que l'estimation, la mesure des consommations pour aller vers des outils qui soient plus vers de la mesure concrète de consommation, pour la prise de conscience plus efficace de l'usager, vers des notions liées au confort d'été. On a l'indicateur dont on a parlé un peu plus haut, mais voilà, l'idée, c'est d'avoir aussi de la pédagogie sur ce qui peut être mis en place. L'objectif étant d'avoir davantage des solutions dites passives, donc sans consommation, plutôt que des solutions qui vont demander de la consommation énergétique. Et puis, la notion de complétude des ACV. Les ACV, c'est le nouveau calcul que l'on a sur le volet carbone et on se rend compte que il va falloir contrôler davantage ces calculs-là pour s'assurer qu'ils soient en cohérence avec le bâtiment que vous souhaitez réaliser. Et donc là, on va travailler avec les organismes certificateurs on commence déjà à travailler avec les organismes certificateurs sur ce sujet-là. Voilà pour ce sujet construction. Petit complément tout de même sur la construction, il y a un sujet tertiaire, effectivement, parce que là, on a parlé du label pour le résidentiel, mais on a aussi un sujet sur le tertiaire. Les travaux sont en cours.
C'est un peu plus délicat que sur le résidentiel, mais on y travaille avec notre groupe référentiel et on a une nouvelle réunion tout début décembre pour voir un petit peu plus ce qu'on peut y mettre dans un label dédié au tertiaire. Il y aura forcément la définition du bâtiment à énergie positive. Ça va être de toute façon le point important pour Efinergie. Autre sujet dans le neuf, comment on applique les labels? C'est souvent des questions qui nous arrivent. Le label Efinergie adossé à la RE2020, mais les autres labels, c'est le même fonctionnement. Il y a 3 possibilités. Ou bien vous allez être sur de la certification. Vous allez être dans un référentiel de certification dans lequel vous allez retrouver nos règles. Ou bien vous êtes sur des dispositifs territoriaux, appel à projet de région, qui utilisent nos référentiels, tout ou partie de nos règles, où vous allez du coup retrouver ces éléments que je viens de vous présenter. Et des fois, vous avez l'association des deux, donc un appel à projet de région qui vous demande une certification. Je vous ai mis les 3 logos des organismes certificateurs avec lesquels on conventionne aujourd'hui pour la RE 2020. Il y a 4 organismes normalement. Certivia, on n'a pas encore de convention avec eux parce qu'ils fonctionnent, ils font uniquement du tertiaire. Donc pour le moment, pas encore de convention avec eux sur la RE 2020, mais sur les autres labels, on en a déjà avec eux, bien évidemment. Sur la RE 2020 toujours, ou plutôt sur le label d'État, il y avait cette notion-là aussi, d'un label d'État sous la RE 2020. Il y a le texte quand même qui dit clairement qu'il va y avoir un label d'État, d'ailleurs au plus tard, le 31 décembre 2022. Je suis en regret de vous annoncer que ça va être compliqué de tenir ce délai et qu'il est a priori peu probable que l'on ait quelque chose sous cette date-là. Par contre, je peux aussi vous dire qu'aujourd'hui, on est dans les prémices de ce qu'on appelle maintenant un cadre commun de référence. Donc, c'est vraiment pour répondre à cette idée de label d'État. Sauf que le mot label ne correspond pas forcément à la vision et au travail de chacun des acteurs qui peuvent y participer. Et il y a un groupement d'intérêt écologique qui s'est formé, dont on est dans les initiateurs avec l'Alliance HQE-GBC et puis le collectif des démarches quartier bâtiment durable, qui travaille sur ce sujet de cadre commun de référence. Donc là, on est à la définition des thématiques techniques et des travaux qui devront être menés l'an prochain sur ce sujet-là. Il y aura des publications un peu plus officielles d'ici fin d'année pour les acteurs qu'on pourra aussi communiquer sur le sujet, sur ce qui va être fait l'an prochain. Mais la date du 31 décembre, vous pouvez oublier. Ça, c'était pour le 9. La rénovation à présent. Sur la rénovation, on a un label qui s'appelle BBC Efinergie Rénovation, basse consommation et bas carbone. Ça, c'est la nouvelle mouture du label depuis 2021. On a pas mal de thématiques là-dedans. On a des objectifs de sobriété. C'était quand même à la base. Ça reste objectif de sobriété énergétique exigeant, reste bien présent, avec une adaptation au territoire. On a des exigences aussi sur les émissions de gaz à effet de serre, puisque là, du coup, c'est un ajout qui a été fait, mais un ajout important dans le contexte dans lequel on se trouve, où on va davantage vers l'efficacité environnementale. On a des exigences sur le confort d'été pour s'adapter au changement climatique. On va regarder également la biodiversité, qui est un élément qu'on n'avait pas, qui va plus être un élément pédagogique, mais qui est bien présent. Bien évidemment, on a l'étanchéité à l'air du bâti, associée à la qualité de l'enveloppe de ce bâtiment-là. On a aussi les systèmes de ventilation, les contrôles et mesures sur ces systèmes-là qui sont présents, et l'outil écomobilité. On va reprendre un petit peu tout ça et plus précisément ce qu'on vous demande à chaque fois. Pour récap, on a aussi une infographie qui existe sur le sujet que vous retrouvez sur notre site internet. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Déjà, il y a des choses qui ne changent pas par rapport à ce qu'on avait avant. On va commencer par ça, c'est quand même le plus simple. La méthode de calcul, aujourd'hui, c'est toujours la THCEX. Joli nom. C'est celle qu'on utilise depuis maintenant pas mal d'années sur la réglementation thermique globale. Les surfaces de référence, du coup, ne changent pas non plus. En logement, on est sur la surface RT. En tertiaire, sur la surface utile réglementaire également. Les coefficients entre énergie primaire et énergie finale ne changent pas également. Donc, 2,58 pour l'électricité, 0,6 pour le bois et 1 pour les autres consommations. Ce qui ne change pas non plus, c'est les exigences pour les seuils de performance en consommation, où là, pour les logements, on se retrouve avec ce 80 kWh modulé.
80 modulés, c'est modulé en fonction de la zone climatique et de l'altitude. Pour le tertiaire, on est sur une consommation qui doit être diminuée de 40% par rapport à la consommation de référence. Ça, c'était déjà des éléments qu'on avait avant. Ce sont des éléments qui apparaissent dans l'arrêté de 2009. Cet arrêté de 29 septembre 2009 définit le BBC Rénovation. BBC Rénovation, ça a toujours été arrêté de 2009, plus critères complémentaires et Finergie. On reste dans ce cas de figure-là pour ce nouveau label. C'est une évolution du label. À vrai dire, il était peut-être un peu temps qu'il évolue parce qu'il avait quand même plus de 10 ans et qu'il est difficile d'estimer que l'on fait de la performance et qu'on n'a pas évolué, nous, en 10 ans, parce que le bâtiment a quand même largement évolué. Sur les nouveautés maintenant. Alors, déjà, il y a quelques dérogations possibles à ce CEP de 80 ou de CEPRF-40. Vous avez la notion de production d'énergie, d'électricité renouvelable, où là, on avait des choses, je ne sais pas si certains connaissaient nos règles avant, mais c'était des choses un petit peu compliquées. On avait 3 possibilités, personne n'y comprenait rien, j'avais tout le temps des questions dans tous les sens. Donc, on a décidé de simplifier un petit peu. Vous avez le droit de prendre en compte les consommations de production d'électricité, pardon, des productions d'électricité, vous avez le droit de les prendre en compte jusqu'à une limite de 20 kWh sur le bâtiment. Vous avez aussi une dérogation possible dans le cadre du F-Énergie Rénovation. Donc là, vous ne pouvez plus vous appeler BBC parce qu'on n'est plus dans le cadre de l'arrêté 2009, mais vous pouvez vous appeler F-Énergie Rénovation lorsque vous étiez auparavant chauffé par effet Joule et que vous allez toujours être chauffé par effet Joule. Dans ce cas-là, le CEP est augmenté, mais sous réserve d'une justification sur les choix économiques et énergétiques que vous avez faits. On a aussi la performance de l'enveloppe qui apparaît, où on regarde un peu plus si, en fait, vous avez quand même traité les parois, les baies, les ponts thermiques. Et donc, si le UBAT du projet va être inférieur à un UBAT de base. On regarde aussi, pour la performance de l'enveloppe, la perméabilité à l'air du bâtiment. On demandait déjà un test de perméabilité à l'air. La nouveauté là, c'est que l'on affiche un seuil de 1,2, 1,7 ou 1,5, suivant le bâtiment dans lequel le bâtiment qui est traité. On regarde aussi le volet un peu plus carbone, on va dire, où là, l'idée, c'est quand même la division des émissions de gaz à effet de serre. En moyenne, après rénovation, on a une division par 4. Donc, au niveau des objectifs, on est dans ce qu'on attendait, dans ce qu'on espérait. Un des leviers, ça va être du coup de regarder ce que ces émissions de carbone, ce qu'ils sont en réalité sur le projet. On a une petite calculette du coup. Donc là, on est sur du carbone en exploitation, donc plutôt lié à la consommation énergétique. Et on va regarder en bâtiment résidentiel ou en tertiaire, où est-ce qu'on se trouve exactement. Il faut être en dessous de 20 ou de 10 kg équivalent CO2 par mètre carré par an. Adaptation au changement climatique. Là, on va regarder le confort d'été avec les facteurs solaires pour voir un petit peu si en termes de baies vitrées, on est cohérent, si au niveau des menuiseries, on a des occultations solaires ou pas, donc plutôt exigence de moyens. Et on va regarder aussi la ventilation avec une mesure de classe d'étanchéité à l'air et avec des contrôles des systèmes de ventilation et de la qualité d'air intérieur. En fonction de si on est en résidentiel ou en non résidentiel, on aura appliqué le protocole F-Énergie ou le protocole Promévent avec des mesures de QAI, qualité d'air intérieur. Et puis, quelques éléments pédagogiques dont on parlait, la biodiversité et l'écomobilité, qui est le même outil que celui utilisé dans le neuf qu'on va utiliser là. Enfin, pour la rénovation, on a une possibilité aussi d'affichage, comme on a dans le neuf, pour valoriser le projet. Et puis, possibilité de référencement sur l'observatoire BBC, sachant qu'on a en plus de l'observatoire BBC un certain nombre d'observatoires régionaux qui vont un peu plus zoomer sur notamment les capacités des acteurs, sur certains, sur les matériaux pour d'autres, sur les performances des projets pour d'autres observatoires. Donc, ce qui met davantage en lumière les personnes qui travaillent sur ces projets et des performances atteintes.
Enfin, sur la rénovation, petite ouverture, parce que là, on a parlé du label F-Énergie, mais vous êtes sûrement pas sans savoir qu'il y a cette 3CL DPE 2021 qui fait sursauter beaucoup d'entre vous, mais qui est bien là, qu'on va appliquer. Il y a une volonté d'harmonisation des calculs en résidentiel en rénovation sur la 3CL DPE 2021. Ça veut dire que dans ce cadre-là, nous, on travaille avec la DHUP à redonner une définition du BBC dans ce contexte et dans ce calcul-là, ce qui nous semble important, parce qu'il y a des projets qui vont pouvoir être valorisés sur ce BBC, qui, dans la 3CL DPE 2021, ne sont pas aujourd'hui non plus valorisés, et on va devoir l'appliquer. Alors, le premier texte d'application, c'était l'audit réglementaire qui est repoussé et repoussé et repoussé, mais c'est un premier texte d'application. La volonté, elle est vraiment là d'harmoniser les calculs sur cette 3CL DPE 2021. Donc, notre volonté à nous, c'est de pouvoir vous redonner une définition du BBC. La DHUP est tout à fait consciente de cette nécessité-là, d'avoir une définition du BBC. Et donc, on y travaille activement avec eux sur ce sujet. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Je suis pile poil dans les clous, ce qui peut nous laisser l'opportunité de revenir sur certains points où j'ai peut-être été un petit peu rapide. Merci beaucoup, Angélique. Je ne vois pas pour le moment de questions dans le chat, mais n'hésitez pas à ouvrir, réactiver vos micros pour poser directement vos questions. Angélique. Bonjour, Marine Jasny, Alpizer Habitat. J'avais une question, vous m'entendez? Oui, très bien. J'avais une question, justement, si vous pouvez revenir sur le contrôle du système de ventilation dont vous êtes passé un petit peu rapidement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement en quoi ça consiste? En neuf ou en rénovation? En rénovation. En rénovation, je vais remettre la diapo. Voilà, c'est celle-ci. En rénovation, en fait, vous allez avoir différents cas. Ou bien vous allez avoir un nouveau système de ventilation qui peut appliquer le protocole Premier Vent. Alors, protocole Premier Vent aujourd'hui, demain, on va passer sur le protocole réglementaire, en fait, pour harmoniser un petit peu toutes les pratiques. Et dans ce cas-là, on applique Premier Vent avec des mesures et contrôles. Donc, des contrôles de débit, de pression, des vérifications fonctionnelles, des choses comme ça. Ou bien vous avez un système qui n'est pas dans la sphère d'application de Premier Vent et du protocole réglementaire. Et dans ce cas-là, on va vous demander des mesures de qualité d'air intérieur et puis de vérifier quand même un certain nombre d'éléments pour que ce soit bien mis en place et en tout cas que ce soit efficace après au fonctionnement. Sur les mesures de qualité d'air intérieur, on va vous demander plusieurs mesures et on met un seuil en fait sur l'indice ICON qui est noté ici, qui est l'indice de concentration en taux de CO2. Ok. Donc ça, c'est pour les cas de ventilation hybride et naturelle. Oui, hybride, naturel, sachant qu'en complément, du coup, on est en contact avec des fabricants de ventilation hybride et naturelle et ventilation mécanique basse pression aussi, pour avoir une sorte d'harmonisation et de protocole qui rapproche plus ces systèmes-là d'autres systèmes, qu'on soit plus sur des règles un petit peu cohérentes les uns par rapport aux autres finalement. Mais ça, c'est en cours. Parce que ça n'existait pas en fait au niveau national pour ces systèmes-là. Sinon, on aurait pris un protocole de mesure existant. Ok, et ces contrôles, ils sont faits par exemple, les mêmes prestataires qui faisaient les tests d'étanchéité à l'air ou pas du tout? Alors, jusqu'à présent, ils sont faits par les mêmes prestataires que ceux qui font des tests de perméabilité à l'air bâti, donc des mesureurs qualifiés 8721. Alors, je dis demain, mais en fait, ça a été validé par notre dernier conseil d'administration. On va proposer à ce que ce soit aussi, parce qu'il y a une nouvelle qualification qui existe pour ces mesures et contrôles, en tout cas pour les mesures et contrôles réglementaires sur le protocole réglementaire, c'est la 8741. Et donc, on va proposer à ce qu'ils puissent également faire ces mesures-là, dans le neuf et dans la rénovation. Ok, merci. Alors, il y a deux mains levées. Peut-être Elisa? Oui, bonjour. Bonjour. Deux questions sur la réno. Une première, le confort d'été avec un objectif FLJ qui serait inférieur au FLJ
dans du neuf, si j'ai bien suivi, ce que je trouve du coup étonnant. Et l'histoire de la mobilité, toujours en réno, je crois que c'était sur la même slide, ou je sais, peut-être après. Du coup, je suis quand même assez étonnée parce que la définition de la réno, c'est que le bâtiment existe, etc. Donc, comment on peut agir sur la notion de mobilité en rénovation? Alors, sur le confort d'été, ce n'est pas inférieur à ce qui est demandé dans le 9. On se sert de l'arrêté du 26 octobre 2010. Donc, en fait, c'est ce qui était demandé dans le 9, ce qui est en cohérence si vous changez des menuiseries, finalement. Oui, mais du coup, ça veut dire qu'on peut s'autoriser un niveau d'éclairement naturel inférieur. Il y a un seuil quand même, enfin, il y a un seuil plancher ou maxi, je ne sais pas comment on définit, et un garde-fou qui est défini quand même. En fait, ma petite inquiétude, elle est que depuis que la RE 2020 fleurit, là, on a beaucoup d'interlocuteurs, souvent les bureaux d'études, qui sont pas forcément encore rompus à l'exercice, et c'est nouveau, et je comprends, hein, mais bon. Et du coup, j'ai l'impression de me retrouver exactement comme au début de la RT 2012, avec une demande d'ingénierie de faire des blocos, hein, je schématise un peu, mais au moins comme ça, de systématiquement réduire la taille des fenêtres, certaines façades qui ne peuvent plus être, une fois de plus, hein, qui peuvent plus, ou en tout cas de grosses limites, être ouvertes, etc. Alors Quelques là, années après l'ère 2012, on a fait demi-tour et du coup, je ne voudrais pas se retrouver de nouveau 10 ans en arrière là, à faire des blocos alors que c'est un peu une hérésie de confort, quoi. Là, on est uniquement sur la notion de facteur solaire. Donc, c'est-à-dire vraiment la performance que vous allez avoir sur la menuiserie que vous allez modifier, pas sur la taille ou autre de la menuiserie. Par contre, vous avez un autre indicateur qui est le UBAT, qui aura plus une incidence en fonction de ce que vous allez faire aussi de vos parois, de la surface de vitrage, etc. Mais on a bien conscience que de toute façon, c'est de la rénovation. Donc, vous partez de l'état existant que vous avez pour le projet donné. Donc, ça ne rentre pas en conflit avec, avec les notions d'existant. Le seul moment où ça pourrait rentrer en conflit, c'est lorsqu'il y a de la préservation patrimoniale à faire, où là, effectivement, ça peut être plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi sur ce sujet-là en complément, on va dire. Vous n'avez pas peur que s'autoriser du coup une dégradation du FLJ, ça nuise à d'autres notions de confort que celui de la température, et notamment confort visuel? Non? À mon avis, pas au niveau où on demande là. C'est-à-dire Ok. qu'on vous Si je peux me demande permettre, c'est pas un FLJ qui est visé par cette exigence, c'est le facteur solaire de la le menuiserie. facteur solaire, oui. Ok, C'est ok, pas le ok. facteur lumière-jour. C'est Ok, pas merci. l'accélérateur. Effectivement, j'assimilais les deux. Merci. Donc, enfin, ok. Merci Ok, pour ce ok. complément. Permet d'éclairer et de se comprendre davantage. Donc, il n'y a pas de problème, a priori, de Oui, ok, je luminosité. faisais l'assimilé des deux. Désolée. Ok. Et sur votre autre question par rapport à la mobilité, donc ça doit être après, vous avez tout à fait raison, on ne pourra pas faire grand-chose. Ça reste un outil pédagogique. On vous demande en fait de l'appliquer pour voir un peu où vous en êtes. La volonté derrière chez nous, ce n'est pas tant au niveau du maître d'ouvrage particulier qui ne va pas pouvoir faire grand-chose, plutôt qu'au niveau des instances de politique de collectivité ou un petit peu au-dessus qui vont davantage gérer des notions d'urbanisme, de mobilité, etc. Ça nous permet à nous, ce genre de retour, une prise de conscience un peu plus macro des enjeux de mobilité que chacun peut avoir et que chacun des projets pourrait avoir. Donc, ça reste un élément de pédagogie, il n'y a pas de seuil à valider. On vous demande simplement de compléter ces informations pour réussir, nous, de notre côté, à avoir des éléments sur lesquels s'appuyer sur ces sujets-là. Ok, merci. Je rebondis juste sur cet outil très rapidement, pardon, c'est pas une vraie question, mais il n'est pas amené à évoluer. L'outil écomobilité, il va rester tel quel, il n'y aura pas de mise à jour prévue. C'est une très bonne question, parce que dans le cadre du GIE, donc là pour le 9, et dans le cadre du cadre commande de référence,
adossé à la RE 2020, va se poser la question et il y aura notamment un groupe de travail dédié aux aspects de mobilité notamment. Il n'y a pas que ce sujet dans le groupe de travail, mais du coup, ça va être réfléchi dans ce cadre-là. Donc aujourd'hui, je ne sais pas vous dire ce qui va être fait, sachant qu'en plus ça, nous, on a cet outil écomobilité. Il y a d'autres outils qui existent sur le sujet et qui commencent à voir le jour. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va ensuite devenir. Très bien, merci. Loïc? Oui, bonjour. Bonjour. Loïc Martin, Caten. Déjà, merci pour la présentation. C'était très synthétique et très intéressant. J'ai une question sur la rénovation d'ordre assez général. C'était savoir si vous aviez eu des discussions quant à l'utilisation du moteur RE 2020 plutôt que le moteur RTX qui est tout buggé, qui a 15 ans et, et qui vaut ce qu'il vaut. Savoir si c'était dans les tuyaux ou pas. Je sais qu'à un moment donné, on parlait de pouvoir réaliser des calculs RTX sur l'Aéro 2020. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez pu aborder le sujet ou pas Alors, ce sujet-là, à vrai dire, on n'a pas attendu la RE 2020 pour l'appliquer. On avait déjà demandé il y a plusieurs années à la DHUP de pouvoir appliquer le moteur THBCE, donc celui de la RT 2012 déjà, à l'existant. Parce qu'il y a eu des développements informatiques de fait, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, pour appliquer le moteur THBCE à l'existant. Et en fait, on n'a jamais eu d'accord officiel pour réussir à le faire. On voulait le faire dans le cadre déjà d'un label expérimental, uniquement pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner et donner des billes aussi justement dans ce sens-là. L'objectif était chez nous d'avoir qu'un seul moteur et d'arrêter d'utiliser un moteur un petit peu obsolète, effectivement, comme vous l'avez dit, où il n'y a pas tous les systèmes, où il y a un certain nombre de complexités derrière. Et ça n'a pas fonctionné. Sous la RE 2020, il y avait effectivement, à un moment donné, d'ailleurs, dans les textes qui étaient en consultation publique, cette possibilité d'utiliser le moteur RE 2020 pour des bâtiments existants. Aujourd'hui, il est clair que pour le résidentiel, ce sera de la 3CL DPE 2021, le prochain moteur de calcul. Il est clair au niveau national, de toute façon. Par contre, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on participe à un APR. Alors, il n'est pas dans la liste de ceux que j'ai mis parce qu'il débute tout juste. Un APR qui s'appelle, donc un appel à projet de recherche cofinancé par l'ADEME, qui s'appelle Cible et qui vise à établir le cahier des charges d'un moteur de calcul. Donc là, c'est à long terme, mais qui ferait tout, le neuf et la rénovation. Parce qu'on est toujours dans cette optique en fait, d'avoir, in fine, un seul moteur de calcul pour faire les calculs thermiques, aussi bien en neuf qu'en rénovation. D'autant plus que voilà, sur la réno, dès que vous changez quelque chose, vous avez quand même des éléments qui sont aussi les éléments qu'on peut mettre sur le neuf. Donc, ça a un certain sens. Mais c'est hélas pas d'actualité pour le moment. Mais on ne perd pas espoir. Ça marche, merci pour ce retour. Et sur la partie neuve, j'avais deux questions, notamment comment vous voyez l'adaptation des seuils 2025 dans les moteurs de calcul pour une application qui a priori est déjà en vigueur de votre label sur la partie logement, notamment déjà sur les seuils réglementaires de cette année, déjà les logiciels, certains ont du mal à se mettre à jour sur les différentes caractéristiques de modulation de ces indicateurs. Et du coup, comment vous voyez le lien justement du respect de ces nouveaux seuils ICI Énergie 2025 vis-à-vis des différents éditeurs de logiciels? Est-ce que vous êtes en discussion avec eux pour qu'ils intègrent justement ces nouveaux seuils temporaires, on va dire, vis-à-vis du label ou pas, ou si ce sera des calculs séparés sous d'autres outils, je ne sais pas. Alors, les éditeurs de logiciels sont, sur ces derniers labels, ont été informés un petit peu en amont des règles qu'elle allait avoir pour qu'on soit en cohérence avec eux et le travail qu'ils font. Ils sont, je ne voudrais pas parler à leur place, mais clairement, ils ont été extrêmement sollicités ces derniers temps, aussi bien sur le neuf que sur la rénovation. Et je pense que c'est encore un petit peu délicat de leur côté. Sur le neuf, on a, dans l'immédiat, il me semble qu'on a surtout deux sujets avec eux. On a le sujet du BPOS, parce que de leur côté, ce qui a été convenu avec eux, c'est que dans leur logiciel, ils allaient vous sortir le bilan BPOS, que vous aurez juste à reporter sur notre calculette en ligne où on vous calcule l'écart avec un certain nombre d'autres informations. Pour le moment, je n'ai pas vu de sortie de logiciel avec un bilan.
Donc, D'accord. j'attends de voir parce que ce n'est pas vraiment un problème pour nous. C'est-à-dire que s'ils ne peuvent pas le faire tout de suite, on vous refait le calcul sur Internet, enfin sur notre fiche Internet et avec 2-3 infos de votre part et ce n'est pas un sujet. Mais normalement, c'était voilà, de leur côté que ça devait se faire. Il y a ce sujet-là. Et il y a le sujet effectivement des seuils 2025 pour le volet carbone, où là, il y a 2 sous-sujets, on va dire. Il y a celui que vous évitez où on demande déjà l'application de seuil 2025 alors qu'en fait, dans les sorties logicielles, ils ne sont pas identifiés. Ça, on est en contact avec les organismes certificateurs et avec la DHUP aussi directement. L'idée, c'est de faire modifier les sorties pour qu'elles soient aussi tout de suite affichées. Et il y a un deuxième, donc ça, c'est en cours. Si ça ne se passe pas bien comme ça, on verra avec les organismes certificateurs. Mais en fait, la DHUP était aussi au courant, donc normalement, ça devait bien se passer. Et le deuxième sous-sujet, c'est pour, je ne sais pas du coup si vous êtes concerné, enfin, vous pouvez potentiellement être concerné d'ailleurs, de toute façon, c'est sur les réseaux de chaleur urbains. Les réseaux de chaleur urbains qui ont des valeurs qui se modifient. Ouais. Oui, qui se modifient et qui ont une latence s'ils arrivent à prouver que dans les 5 ans à venir, ils vont faire des travaux de verdissement. Et dans ce cadre-là, eh ben, pour le moment, il n'y a pas de demande au niveau de la commission titre 5 apparemment. Et là, on a chez nous des interrogations sur ce sujet parce qu'on se demande comment ça va se passer, s'il y a des projets qui vont vers un réseau de chaleur et qui ne passent pas ces seuils parce que le réseau n'a pas encore demandé de verdissement, quoi. Donc là, c'est aussi un sujet qu'on regarde de près et on attend de voir en fait si ça arrive ou pas et comment on peut réagir. Et en attendant, on est en relation avec la commission titre 5 sur cette question-là pour suivre un petit peu activement en fait, voir les évolutions qu'il peut y avoir. Oui, d'accord. Donc c'est en cours. Les échanges sont déjà en C'est en cours. cours. C'est déjà une bonne chose. Mais c'est un peu inquiétant dans le sens où même les seuils 2025, c'est-à-dire si c'est dans un tout petit peu plus de 2 ans qu'il faut les appliquer. Donc, c'est bientôt, quoi. Enfin... Ouais, je vous rassure, sur certains logiciels, même les seuils 2022, ils étaient faux jusqu'à il y a quelques semaines. Ouais. Mais donc, les éditeurs, honnêtement, sur le neuf et la réno, on leur a quand même demandé énormément là, cette dernière année. Et je pense que c'est encore un peu compliqué de leur côté, quoi. Oui, j'imagine bien qu'il y a un temps de latence important à chaque gros changement comme ça. C'est le jeu. Oui, c'est ça. Ça marche. Du coup, la deuxième question, vous y avez à moitié répondu, c'était sur le bilan BPOS. Comment on allait calculer ce bilan BPOS, sachant qu'actuellement, dans le moteur de calcul, la production PV était autoconsommée. Au final, on n'avait pas directement la production PV réellement produite. On a juste la partie autoconsommée qui sort des résultats actuellement. Mais du coup, vous avez dit que vous aviez demandé à ce que cet indicateur soit intégré oui, qui vous sortent directement le bilan. Ils ont conscience, en fait, c'est eux qui m'ont demandé de faire ça, hein, les éditeurs de logiciels, en me disant que de toute façon, les bureaux d'études allaient leur demander de calculer directement le bilan, l'écart, Effinergie, etc. Et donc, on a fait un sorte de compromis parce qu'il y a des choses qui sont dans le calcul, mais qui ne sortent pas dans les données de sortie. Donc, ils ont, eux, facilement, mais que vous récupérez peut-être moins facilement. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, bon, voilà, dans un premier temps, ils sortent le bilan et nous, on calcule l'écart sur notre site. Comme ça, voilà. Mais à terme, l'idée, pour certains d'entre eux, c'était que vous ayez tout, bilan et écart calculé chez eux. Mais voilà, je pense que c'était un peu trop... peut-être un peu trop sur le moment, étant donné aussi tout ce qui se passe en réno de leur côté. Oui, donc à voir, j'attends des nouvelles de leur part. Je les ai de nouveau alertés il y a 2 semaines sur le sujet pour voir où ils en étaient. Ok, super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non. On a encore 5 minutes. Hein, si vous avez d'autres réactions ou questions pour Angélique. On avait une question sur la biodiversité. Du coup, comment c'est pris en compte Alors, la biodiversité, c'est de la pédagogie pour le moment. Donc, on fait des recommandations sur la préservation de la biodiversité. Et c'est plus un échange ensuite biblio pour ouvrir sur le sujet qu'on ne traitait pas jusqu'à présent. Et voilà, sur lequel
on demande une attention, quoi. Donc, il n'y a pas de choses à respecter scrupuleusement ou autre. C'est plus une ouverture d'esprit sur le sujet qu'on demande via cet indicateur pédagogique. Il n'y a pas forcément de certification parce que c'est juste des choses dans les paysages des projets. Vraiment, Alors, je n'ai pas très bien compris. Je pense que vous parliez d'autres certifications, c'est ça, sur le sujet de la biodiversité? oui, ça prend pas en compte aussi les démarches techniques. Non, on ne demande pas, de toute façon, à ce qu'il y ait une autre certification. Et donc, du coup, on ne prend pas particulièrement en compte. C'est vraiment plus, on fait de plus en plus ce genre de choses, des notions plus pédagogiques. On le fait aussi dans le neuf, par exemple, sur la mesure des consommations, où voilà, on sait qu'il y a des éléments qui peuvent être importants, sur lesquels on n'a pas forcément de seuil à mettre ou qui peuvent être techniquement ou économiquement difficilement viables pour un projet. C'est le cas des mesures de consommation, par exemple. Donc, l'idée, c'est plus d'ouvrir l'esprit sur ces notions-là, de faire comprendre que ça peut avoir son importance et ensuite de laisser libre le porteur de projet. Le fait de l'afficher permet vraiment quand même pour nous de mettre l'accent dessus, voire d'avoir un retour sur le sujet et de voir comment il est opéré. Si on ne l'affiche pas dans les règles et qu'on met juste dans une communication, faites attention à la biodiversité, on n'aura jamais de retour plus concret. Donc, ça nous permet aussi potentiellement ensuite de réussir à voir ce que vous êtes en capacité de faire sur ce sujet-là ou sur d'autres qui sont des sujets de pédagogie. Oui, après, c'est pas toujours évident quand on dépend de la parcelle de l'aspect pour travailler. Mais... On vous entend très mal, Claire. Ouais, désolée, j'ai des soucis de micro. Là, je n'ai pas du tout entendu ce que pas compris. vous venez de dire. Je disais que c'est un peu compliqué le sujet en rénovation parce que ça dépend vraiment de la parcelle. Pour la biodiversité. Oui, et en fait, ça va être très, très hétérogène. Il y a des projets où il n'y aura pas grand-chose à faire et d'autres où il y aura une attention très particulière à porter parce qu'il y a telle ou telle espèce qui est là, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Donc, et c'est aussi pour ça que ça peut être plus délicat de mettre un seuil ou de mettre des exigences sur le sujet. Moi, j'avais une question, du coup, qui me marchait lors de toutes ces postes. Par rapport, vous avez parlé de la qualification des BE, du coup, donc pour le BBO, le CEP, etc., mais c'était également mentionné pour les seuils d'impact carbone. Oui. Et du coup, ça consiste en quoi cette qualification pour les seuils de construction? C'est le même type de qualification. Donc, on est sur des qualifications. Aujourd'hui, il n'y a plus que les qualifications de l'OPQIBI. Donc, c'est le même type de choses que sur le volet énergie. C'est la qualification 1333 en l'occurrence pour le carbone. Et vous avez le même type de procédure. Et il y a juste un élément à faire attention. En fait, quand vous passez ces qualifications, vous avez ce qu'on appelle la qualification probatoire, puis la qualification. La qualification probatoire va uniquement se baser sur des éléments plutôt administratifs, je dirais. Donc, vérifier que vous avez les bons documents pour la structure, que vous avez les bons logiciels, la bonne version, des choses comme ça, les bonnes assurances. Donc, nous, on n'accepte pas les qualifications probatoires. On demande finalement à ce que la qualification soit accordée, c'est-à-dire qu'il y ait une vérification d'études menées. Donc, dans les qualifications, outre le volet administratif, on va aussi vérifier certains projets qui sont réalisés et regarder un petit peu les études qui ont été faites sur les projets en question, avec un nombre de points maximum à ne pas dépasser, un nombre de points d'erreur, ou je ne sais pas comment on peut les appeler, à ne pas dépasser pour être qualifié. Donc, c'est un peu le même principe que les qualifs sur le volet énergie. Hein. Et pour les bureaux d'études qui sont en ligne, cette qualif-là, vous l'avez tous majoritairement, vous êtes en train de l'acquérir, ça se passe comment? Chez Milieu, je dessine en cours de montage.
avait d'autres qualifications avant. Donc, il y a plutôt des références sur les enseignants, avec certains. Claire, moi, je ne vous entends pas du tout. N'hésitez pas peut-être à écrire dans le chat la réponse. Ça sera peut-être plus clair pour tout le monde. Ben, chez nous, chez Yod, on est en train de la mettre à jour. On l'a déjà, du coup, on refait la même session pour cette année. C'est en route, hein. C'est aussi pour ça qu'on ne voulait pas que ce soit... On l'a mis au 1er juillet pour que ce soit en cohérence avec le IC construction et le seuil qu'on demande dessus. Et on ne voulait pas l'appliquer tout de suite pour le volet carbone parce qu'on sait que c'est en cours. Donc, il y a déjà des bureaux d'études qui sont qualifiés, mais en fait, il y en a globalement assez peu par rapport au nombre de bureaux d'études qui pourraient l'être. C'est aussi pour ça qu'on l'affiche tout de suite pour passer le message que, attention, au 1er juillet prochain, on demandera une qualif, quoi. Parfait. On ne va pas prendre plus longtemps là, pour cette réunion. Il est déjà midi. Merci beaucoup, Angélique, pour cette intervention très complète, très claire. Merci à vous. N'hésitez pas au niveau des participants suite à la réunion, s'il y a encore des points en suspens, des questions à poser à Angélique, à me les transmettre et je pourrais regrouper l'ensemble. S'il y a aussi des réactions sur des axes de travail à mener dans le cadre de nos différents groupes de travail, n'hésitez pas à nous le faire remonter également. Et puis, en dernière actualité, peut-être bien noté, là, le 15 novembre, il y a les Energy Meeting à Lyon, où en particulier, Finergie sera présent sur la table ronde qui concerne la construction neuve pour parler des sujets aussi qu'on a évoqués ce matin. Oui. Donc, un grand merci à tout le monde et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée.